Dans le sud de la France, à Menton, Danielle, une rentière de 74 ans, est retrouvée morte dans son lit. L'affaire est classée en mort naturelle, mais des mouvements bancaires suspects vont finir par alerter ses héritiers. Mais alors, Danielle a-t-elle été assassinée? Qui aurait pu s'en prendre à elle? Un de ses proches avait-il des vues sur son héritage? Il va appeler tous les proches de Daniel pour voir ce qu'il en est de l'héritage et voir si lui va hériter quelque chose, s'il a été placé sur le testament de Daniel. Nous sommes à Menton, en janvier 2016. C'est ici que vit Danielle. Danielle est une femme de 74 ans, issue d'une famille très riche. Ses parents géraient un grand magasin de luxe à Monaco. Et Danielle n'a jamais eu de problème d'argent. Elle s'est mariée une première fois et ensuite, en seconde noces, elle a épousé un paysagiste assez renommé de la région qui avait des enfants d'un premier lit. À la mort de ses parents et de son mari, Danielle a hérité d'une belle fortune et d'un appartement cossu dans lequel elle vit. Elle est dans une résidence de Menton plutôt bourgeoise, sécurisée avec un gardien. C'est pas le luxe monégasque, mais enfin c'est d'un très bon standing. C'est un appartement qu'on peut estimer à 350 000 € à peu près. Plein centre-ville, dans le Carré d'Or. 80 mètres carrés avec une belle terrasse quand même. Beaucoup de plantes à l'extérieur. Elle avait de l'argent. Ça lui arrivait de dépenser 200, 300 par jour. Hein. Ça lui arrivait. Elle ne donnait pas du tout l'impression de manquer, hein, pour l'amour du ciel, je veux dire. Et s'acheter ce qu'elle voulait. Hein. Des sacs, elle avait beaucoup de sacs. Elle avait envie d'un sac, mais si elle l'avait dit, ça en achetait un 11e, c'était pas un problème. Hein. Mais des sacs qui étaient importants, quoi. Mais malgré sa fortune, la rentière souffre de solitude. Elle dépensait beaucoup d'argent, parce que c'était la seule chose qu'elle avait dans la vie. Elle regrette beaucoup le temps où il y avait son mari, où ils avaient une très forte connexion. Elle se sent seule. Elle n'a pas eu d'enfants. Ses vrais proches, c'est les enfants de son mari, les deux plus jeunes, qu'elle considère comme les siens. Son beau-fils, il habite au Royaume-Uni. Du coup, ils s'appellent souvent, mais c'est vrai qu'ils se voient assez rarement. En réalité, elle était coupée du monde. Et la solitude de Danielle est d'autant plus pesante que sa santé est fragile. Danielle est une femme obèse. On peut dire qu'elle est handicapée. Elle a un problème de diabète, problème de cœur, de tension. Elle a beaucoup de difficultés à se déplacer. Elle a 2 cannes. Elle marchait comme une tortue, un pas derrière, avant l'autre, je veux dire. Ou alors, quand elle se levait de la chaise, il fallait qu'elle compte 1, 2, 3, pour pouvoir se lever de tout son poids et se tenir sur la table. De faire simplement la chambre à la cuisine, il lui faut 10 minutes. C'est devenu très fastidieux. Elle le vit très mal, c'est pour ça qu'elle prend des antidépresseurs. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup de médicaments, déjà. Déjà pour l'humeur, parce qu'elle était très changeante. En plus, elle ne s'aimait pas du tout. Par l'âge qu'elle avait, par le poids, le surpoids, entre 110 et 130 kilos, ses problèmes de santé, évidemment. Je la sens fragile. Voilà. Psychologiquement, elle est fragile, elle est un peu l'ombre d'elle-même. Ainsi,
Au fil du temps, Daniel est devenu une personne très dépendante. Elle est tout le temps à la recherche des personnes qui peuvent l'aider. Je veux dire, une femme de ménage, quelqu'un qui peut lui ranger ses affaires. Il y a beaucoup de gens qui postent des annonces sur les journaux. Elle est chez elle, elle est seule, elle regarde les journaux. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, elle les appelle. Et si les gens ont une voiture, elle prend n'importe qui, hein. Elle donne la chance et ensuite elle leur demande d'aller à Breil, à Sospel, à Cannes. Enfin vraiment, elle a besoin de sortir de son quotidien, besoin de sortir de Menton. Voilà. Comme elle ne peut plus se déplacer, son seul moyen de voir l'extérieur, c'est grâce à ces gens qui l'amènent à droite à gauche un petit peu, qui lui font revivre un peu la vie qu'elle a eue avant. Pour bénéficier de ces services, l'héritière n'hésite pas à mettre la main au portefeuille. Et là, on découvre une femme, dès le départ, une femme généreuse. Une femme qui donne un bon pourboire. Elle va employer des gens pour la journée, elle va dire « Ah mais tiens, t'as tel problème, eh ben, écoute, viens demain, fais-moi les courses et ensuite je te donnerai 10, 20 euros en plus. » Et là, bouche à l'oreille, ça incite beaucoup de personnes qui sollicitent cet emploi auprès de Daniel. Tout le monde en parle à Menton. Tout le monde connaît cette dame riche, mais handicapée, qui ne peut pas se déplacer. Elle a besoin d'un soutien. En plus des généreux salaires et pourboires qu'elle verse à ses employés, la retraitée a mis en place un rituel qu'elle affectionne particulièrement. Elle les invite au restaurant, elle invite la famille de ses femmes de ménage, elle invite la famille du chauffeur. Bah, c'est elle qui paye, elle est très généreuse, elle offre toujours les repas à tout le monde, on choisit ce qu'on veut. Et on arrive à une facture de 400-500 euros. Ces déjeuners sont l'occasion pour elle d'avoir de la compagnie. Elle est riche et elle a besoin d'être entourée. Et le seul moyen pour avoir ces gens-là, je les invite au restaurant et comme ça, ils sont à mon service, ils sont autour de moi. Et elle fait des monologues. Voilà, elle a besoin de parler, s'extérioriser, montrer que, voilà, que la vie continue, elle est là et elle paye un petit peu, je sais pas, c'est sa sortie quoi, elle est là, elle profite. Parmi ses nombreux employés, Daniel a un chauffeur régulier, Dominique. Dominique est une personne qui est sportive, qui est corpulent, qui est beau. Physiquement, bel homme, caractère très respectueux, bien habillé, sachant conduire la voiture comme il faut, lentement, et pas intervenir méchamment avec Daniel si Daniel parlait trop et que lui, vous voyez ce que je veux dire, respecter son âge et respecter le fait qu'elle était malade, voilà. Et prenait en compte tout ça. En revanche, la rentière peine à fidéliser une auxiliaire de vie. Elle avait parfois un comportement tyrannique avec son personnel. Elle pouvait être assez brutale. Elle pouvait être pédante, elle pouvait être, je sais pas, le pot de fleurs, tu le mets pas comme ça, tu le pousses, tu as mis de l'eau, et pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu as fait... Elle était obsédante, je veux dire, peu de personnes peuvent supporter ça, surtout si c'est pas longtemps que vous travaillez chez les... Elle était vraiment là, elle était là, et avec des reproches, pas avec... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, c'était quelquefois difficile à supporter. En janvier 2016, elle se lance alors dans une énième recherche et rencontre une certaine Valérie.
Donc la Valérie s'est présentée pour faire le ménage, pour faire les courses, voilà tout ce qu'elle demandait. Elle a une cinquantaine d'années, blonde, elle est jolie, hein. Elle est jolie. Plutôt apprêtée, maquillée, une femme qui prend soin d'elle et qui est assez directe dans ses rapports, et je crois que ça plaît assez à Daniel qui finalement décide de l'embaucher. Pendant 2 mois, Valérie se met donc au service de Daniel. La relation entre Daniel et Valérie était, on peut dire, normale. Une femme de ménage qui obéit aux injonctions de Daniel. Elle acceptait les ordres, elle travaillait, elle va lui faire les courses, elle va lui faire le ménage, lui range ses vêtements. Tout se passe bien, Daniel est très satisfaite de Valérie et elles s'entendent plutôt bien. Grâce à Dominique et Valérie, la vie de l'héritière semble s'améliorer. Le 25 mars 2016, Daniel téléphone à son amie Angela. Elle me dit, tu sais, pour une première fois, je vais au théâtre. Elle était contente de partir avec le chauffeur Dominique et avec Rosine, sa copine de Nice. Elle était heureuse. Mais le 27 mars, la veille de sa sortie au théâtre, Daniel ne donne plus signe de vie. Dominique, comme il était son chauffeur préféré, et on peut dire quelqu'un qui est souvent en contact avec elle. Donc la veille, a essayé de la joindre par tous les moyens. Il a appelé une vingtaine de fois, elle ne répondait pas. Donc il s'est inquiété. Le matin, il se lève tôt, il se déplace à Menton. Et c'est là où il sonne, parce qu'il n'avait pas les clés, et Daniel ne répondait pas. Donc il va chercher le concierge, qui se prénomme Xavier, et Xavier a le double des clés de l'appartement. Et donc ils ouvrent la porte, ils pénètrent dans l'appartement, et là ils trouvent Daniel décédé sur le lit. Mais alors, qu'est-il arrivé à Daniel? La retraitée à la santé fragile est-elle décédée de mort naturelle? Et avait-elle pris soin de régler sa succession et de désigner un héritier? À Menton, le 30 mars 2016, la police arrive au domicile de Daniel après la découverte de son corps par son chauffeur, Dominique. La police elle ne constate rien d'anormal, rien ne semble avoir été déplacé, rien ne semble avoir été volé, pas de signe d'effraction, quoi que ce soit, mis à part bien évidemment ce corps allongé sur le lit. Étant donné que c'est une dame qui a malheureusement plusieurs maladies, elle avait des problèmes de cœur, de diabète, la première des choses, on a dit, bon, elle a eu peut-être une crise cardiaque liée à une de ces maladies. Un médecin examine le cadavre, bon, il note bien un hématome sur le cou qui peut paraître suspect, mais il n'y a pas d'opposition au permis d'inhumer. Mais 15 jours après le décès, le beau-fils de Daniel contacte la police. Il leur dit, attention, mais il y a des retraits avec la carte bleue de Daniel juste après le décès.
Il y a un retrait le jour même de 2000 €, et une semaine après 100 €, mais il y avait quand même 27 tentatives de retrait de la somme de 3800 €. Et ça a intrigué les policiers. Les enquêteurs vont alors visionner les enregistrements des caméras de surveillance des guichets de banque. On voit carrément le visage de Dominique, le chauffeur de Daniel, en train de retirer et faire des tentatives de retrait avec la carte bleue appartenant à Daniel. Cette affaire aurait pu échapper à la justice complètement. C'est-à-dire que sans les mouvements de carte bancaire le lendemain de la découverte du corps, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'enquête criminelle. S'il n'y avait pas eu cette histoire d'argent, peut-être que rien ne serait passé. Les policiers décident alors de réinterroger le premier témoin, à savoir le gardien qui a ouvert la porte de chez Daniel. La police va interroger le gardien qui va notamment leur parler de l'attitude du chauffeur, Dominique, qui, lors de la découverte du corps, s'est empressé de fouiller l'appartement, d'ouvrir des boîtes, des placards, etc. Il cherche manifestement de l'argent liquide et des cartes bancaires et il est absolument sans vergogne. Et d'ailleurs, le concierge le signalera aux policiers. Il trouve que son comportement est complètement déplacé. Mais c'est pas tout. Dominique se serait montré très curieux au sujet de la succession de son employeur. 2 jours après, il appelle le conseiller de Daniel pour lui dire « Est-ce que Daniel m'avait laissé quelque chose dans son héritage ou non ?» Il va également, dans un second temps, appeler tous les proches de Daniel pour voir ce qu'il en est de l'héritage et voir si lui va hériter quelque chose, s'il a été placé sur le testament de Daniel. Donc il va appeler les héritiers et il va appeler également le notaire qui va lui apprendre que non, il n'est pas sur le testament de Daniel et non, il n'héritera pas de quoi que ce soit. Donc ça a intrigué aussi les policiers parce que quand même, Donc c'est une attitude très inattendue, très bizarre de la part d'un chauffeur. Mais alors, Dominique pourrait-il être lié à la mort de la rentière? Et qui est vraiment cet homme? Les enquêteurs s'interrogent. C'est un fonctionnaire de la métropole de Nice, mais qui ne travaille jamais, qui est constamment en arrêt maladie. il a été quand même hospitalisé en 2 reprises en psychiatrie. Il souffre d'une bipolarité, d'un développement de personnalité. Et il exerce un métier parallèle. Il est taxi, chauffeur, enfin bref. Il se met au service des personnes âgées. D'ailleurs, il passe des petites annonces dans la presse locale pour essayer de se faire embaucher comme chauffeur occasionnel, tout en étant en arrêt de longue maladie. Pourtant, Dominique ne serait pas dans une situation financière critique. Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait 2 comptes bancaires, mais au moins 75 000 € sur chaque compte. Il a un salaire fixe de la mairie de 2 000 € par mois. Donc il était en arrêt, mais il avait son salaire intégral versé tous les mois. Il est propriétaire de son appartement. Son épouse travaille, elle a un salaire de 2 000 €. Tous les deux, ils ont 4 000 € par mois. Aucune dépense. Il a une obsession de l'argent, manifestement, puisqu'il n'est pas du tout dans le besoin. Au vu de tous ces éléments, une autopsie du corps de Daniel est ordonnée.
Lorsque les médecins légistes analysent davantage le cadavre, ils se rendent compte qu'il y a des indices d'une mort par strangulation. Daniel a été étouffé, une scène relativement violente puisqu'il y a des fractures de vertèbres. Manifestement, quelqu'un a pris un coussin et l'a posé sur le visage de cette femme de manière à ce qu'elle succombe à une asphyxie. Et alors que les soupçons se portent sur Dominique, le chauffeur, c'est vers une autre personne que l'enquête va s'orienter. Les médecins légistes découvrent sous les ongles de Daniel, la victime, des traces ADN de Valérie, ce qui évoque évidemment un geste de défense, la scène d'une victime qui se débat. Les policiers ont désormais la preuve que l'héritière a été assassinée. Mais alors, comment est morte Danielle? Qui de Valérie ou Dominique s'en est pris à la vieille dame? L'héritage de la rentière aurait-il suscité des convoitises? À Menton, début 2017, les policiers se penchent sur le profil de Valérie, l'auxiliaire de vie de Daniel, entrée au service de l'héritière 2 mois plus tôt. C'est une mère de famille, elle enchaîne des petits boulots et jusqu'à un jour créer un petit snack. Et malheureusement, ce restaurant va péricliter et elle va se retrouver très endettée. On peut dire qu'elle est aux abois, elle est poursuivie par ses créanciers et elle est en recherche d'argent pour purger ses dettes et tout simplement pour vivre. Pourtant, malgré ses dettes, Valérie aurait conservé un train de vie dispendieux. C'est une jolie femme qui s'entretient, qui a un certain mode de vie à maintenir pour être belle, de continuer à aller chez le coiffeur, de tout ça. Moi, je l'ai vue quelques secondes, cette Valérie. Je m'étais fait une idée personnelle, parce qu'on ne se présente pas à un travail, mais ça n'engage que moi, avec des ongles qui arrivent jusqu'ici, avec des tresses qui arrivent jusque-là. C'est-à-dire qu'elle était habillée pour aller en boîte de nuit, quoi, pas pour se présenter pour une femme de ménage. Mais ça n'engage que moi. Et au cours de leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Daniel avait prêté de l'argent à Valérie. Très peu de temps après l'avoir embauchée, elle lui avait accordé un prêt de 1 600 €. Et c'est ça les méthodes de Daniel. Elle aime prêter de l'argent. Elle a prêté immédiatement, sans difficulté, sans garantie, 1 600 €. Et comme ça permet à Daniel d'avoir sous son influence Valérie. Daniel fait ça tout le temps. Quand elle sent que les gens sont dans le besoin et comme elle se sent extrêmement seule, si elle sait que la personne en face a, je sais pas, 500 € de problème de voiture, elle va vite donner cet argent-là. Et ensuite, comme il y a ce système de crédit qui s'installe avec la personne est redevable en heures de travail avec elle. Si elle appelait à 10 h pour dire « j'ai besoin que tu ailles me chercher ça à la pharmacie », il fallait y aller. Voilà. Ils étaient redevables, ils devaient le faire. Et Valérie, elle a marché. Elle s'est engagée à rembourser, mais malheureusement, ses difficultés financières ne l'ont pas permis de rembourser immédiatement les 1 600 €. Incapable de rembourser son employeur, Valérie aurait fini par lui dérober des chèques.
Valérie s'est permis de lui voler de l'argent. Elle a pris des chèques de Daniel qu'elle a encaissés sur le compte de sa fille. Et Daniel, bien évidemment, en s'apercevant de ça, elle va décider d'agir. Elle voit qu'elle se fait arnaquer. Elle va jusqu'à la police et dépose une main courante. La relation entre Daniel et son employé se serait alors dégradée. Daniel, au moment où elle s'est rendu compte que Valérie prenait des chèques à l'insu de Daniel, elle a mal réagi, elle est devenue violente. Eh bien, il avait, un garde, la gronde, elle a crié dessus. Il lui dit, tu vas me travailler sans que je te paye, tu commences à me rembourser, et si j'ai fait une main courante, et si tu me rembourses pas, de toute façon, je dépose plainte. Et ça, il devait s'expliquer le 28, mardi 28, le jour qu'elle est morte. Les enquêteurs décident alors d'étudier la téléphonie de Valérie pour tenter de la géolocaliser le jour de la mort de Daniel. Et la police va s'apercevoir qu'un appel d'une durée de 11 minutes a été passé entre Valérie et Daniel le jour de son décès. Et pendant cet appel, le téléphone portable de Valérie va borner non loin de la maison de Daniel. Le 11 mai 2017, 14 mois après les faits, Valérie est placée en garde à vue. Si elle nie d'abord toute implication, Valérie finit par craquer et explique s'être rendue chez la retraitée le 28 mars dans le but d'apaiser les tensions. Cet après-midi-là, Daniel regarde la télévision dans sa chambre. La situation est compliquée, néanmoins elles vont s'asseoir, boire un thé. Valérie demande des excuses à Daniel, Daniel accepte, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, Valérie, elle dit « je vais partir. Je vais partir, j'ai quelque chose à faire ». Daniel lui dit « non, tu pars pas ». Avec donc un ton un peu agressif. Et là, Daniel, elle donne un coup de canne sur le dos de Valérie. Et selon Valérie, c'est Daniel qui va un peu se jeter sur elle, lui tirer les cheveux notamment, et c'est à partir de là que tout commence. Donc manifestement, il y a eu une lutte entre les deux femmes. Daniel s'est débattu. C'est à ce moment-là qu'elle va attraper un oreiller et le mettre sur la tête de Daniel, simplement pour se défendre selon ses dires. C'est là où elle a été asphyxiée. Et d'un coup, Valérie revient à son état normal, elle prend un verre d'eau et elle a essayé de le jeter sur le visage de Daniel, mais Daniel ne réagissait plus. Et je pense que c'est là où elle a constaté qu'elle était décédée. Valérie aurait ensuite tout rangé et nettoyé avant de quitter le domicile de Daniel. Valérie, pour sa défense, dit quelque chose d'assez paradoxal, c'est un meurtre par accident. Elle va dire qu'elle n'a jamais prémédité de tuer Daniel et sur le coup c'était simplement dans le feu de l'action en quelque sorte pour se défendre en tout cas qu'elle a porté cet oreiller à sa tête, mais ce n'était certainement pas dans un but de la tuer. Je n'ai pas vraiment voulu la tuer et en même temps, lorsqu'elle quitte les lieux, elle n'appelle pas les secours. Mais si Valérie admet le meurtre, elle nie toute implication concernant le vol de la carte bancaire de Daniel. Dominique, le chauffeur, est donc également interpellé pour répondre aux questions des enquêteurs.
Les policiers vont essayer de comprendre quel est le lien entre le chauffeur et l'auxiliaire de vie, parce qu'il y a peut-être une dynamique criminelle avec ces deux personnages. En fait, ils vont vite comprendre que Dominique n'est pas lié directement à la mort, mais que c'est un profiteur, c'est un voleur d'opportunité qui a profité de la situation pour voler de l'argent à Daniel. Dominique avait peur qu'on l'accuse de meurtre. Mais en réalité, non, on l'a placé en garde à vue parce que c'était un délit connexe. 14 mois après le meurtre de Daniel, Valérie est donc renvoyée devant la cour d'assises de Nice pour assassinat et vol. Dominique est renvoyé pour vol, escroquerie et travail dissimulé. Alors, comment s'est déroulé leur procès? Valérie avait-elle l'intention de tuer Daniel? Ou s'agissait-il d'un accident? Et qu'est-il advenu à l'héritage de Daniel? À Nice, en juillet 2020, s'ouvre le procès pour le meurtre de Daniel, de Valérie, l'auxiliaire de vie, et Dominique, son chauffeur. La justice a décidé de ne pas séparer l'affaire de Dominique, les délits de Dominique et le crime de Valérie. Pour la compréhension de l'affaire, ils estiment qu'il est important que les deux acteurs principaux soient jugés ensemble. Dominique comparaît libre alors que Valérie était en détention provisoire jusque-là. Elle apparaît donc dans le box des accusés. Dans le box des accusés, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de profil. C'est une mère de famille qui évidemment échange des regards avec l'un de ses fils. On voit bien qu'elle est angoissée. Elle sait que les enjeux sont considérables. Le beau-fils de Daniel a fait le déplacement depuis l'Angleterre et s'est constitué partie civile. Il était très proche de sa belle-mère. Il la savait un peu compliquée, un peu autoritaire avec son personnel, mais il la connaissait surtout comme quelqu'un de très dément, de généreux. Et du coup, il voulait avant tout comprendre ce qu'il s'était passé. Le procès débute par l'audition de Dominique, accusé d'avoir dérobé la carte bancaire de Daniel et détourné plusieurs milliers d'euros après l'avoir retrouvée morte. Il a du mal à justifier son comportement. Alors il explique qu'il était complètement sous le choc par le décès de Daniel, ce qui est quand même un peu court comme explication. Dominique, il a beaucoup de pathologies. Il a peur des regards des gens. Dans la rue, tout le monde le surveille. Et ça relève de son dossier médical. Par moments, c'est quelqu'un de paisible, quelqu'un qui parle avec logique. Et parfois, une personne totalement différente qu'on ne reconnaît pas. Et je pense que cette double personnalité, c'est celle-là qui a réagi au moment où il a commis l'acte de soustraction de la carte bleue. Mais le témoignage que tout le monde attend, c'est celui de Valérie, accusée de meurtre. À la barre, elle explique la nature de sa relation avec Daniel, centrée sur l'argent. Parce que Daniel domine en quelque sorte Valérie. Valérie s'est trouvée dans une situation téméraire, dans une situation d'asphyxie. Elle voulait partir. Daniel lui a dit non, pas question. Il y a une espèce de lutte des classes comme ça entre une fille
d'un milieu modeste qui se retrouve complètement submergée par ses problèmes financiers, et puis une retraitée qui évidemment, elle, n'a pas de problème de fin de mois. Pourtant, Valérie continue de nier la préméditation. Elle dira toujours qu'elle n'avait pas cette intention criminelle et elle nie également avoir prémédité son geste. Pour elle, ça restera toujours un drame qui s'est fait parce que Daniel ne voulait pas la laisser partir et dans l'élan, dans l'action, elle a attrapé le coussin et elle l'a appuyé. En fait, la défense de Valérie, c'était une sorte de légitime défense. Donc, son moyen de défense, c'est de dire que c'était un accident. Et à aucun moment, elle avait l'intention de ôter la vie de Daniel. Devant la cour, Valérie semble prendre la mesure de la gravité de ses actes. C'est une dame qui était soucieuse. Elle pleurait parfois devant les jurés. Elle était très inquiète. Elle pensait à ses enfants, à son avenir. Et on voit bien que c'est pas le profil d'un tueur en série, évidemment. C'est une femme ordinaire, alors qui certes avait des problèmes d'argent et qui, un jour, on ne sait pas pourquoi, a pensé régler tous ses problèmes en tuant son employeur. C'est un peu tout le mystère d'un passage à l'acte qui est quand même incompréhensible. Au bout de 4 jours de procès, le verdict tombe. Le verdict tombe le 3 juillet et Valérie est déclarée coupable de meurtre. Les jurés et la cour d'assises a donc déclaré qu'elle avait bien eu cette intention criminelle, cette intention de tuer Dominique. En revanche, la préméditation n'est pas reconnue. Elle est donc condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Dominique a été condamné à 2 ans et 50 000 € d'amende. Suite à sa condamnation, Dominique a été incarcéré à la prison de Nice. Donc Dominique a passé 12 mois en prison suite à sa condamnation et elle a réussi à obtenir un aménagement de sa peine pour le reste sous bracelet électronique. Aujourd'hui, Dominique regrette ce qui s'est passé. Il vit actuellement avec son épouse et son enfant. Valérie, qui avait déjà effectué 3 ans de détention provisoire, a également été incarcérée à la prison de Nice. Valérie, donc, elle a été condamnée à 18 ans d'emprisonnement. Donc, elle est restée, je pense, 3 à 4 ans à Nice. Et après, elle est transférée dans une autre maison d'arrêt en dehors du département des Alpes-Maritimes, où elle terminera dans quelques années sa peine. Quant à l'héritage de Daniel, il a finalement été distribué aux enfants de son défunt mari. L'héritage a été partagé entre divers membres de la famille de Daniel, dont son beau-fils que nous avons représenté. Moi, je pense souvent à elle et je vous assure, s'il y avait miracle, j'aimerais bien la voir. J'aimerais qu'elle soit là. C'était quelqu'un qui respirait la vie, elle aimait la vie. C'est elle qui ne s'aimait pas, mais la vie, elle l'aimait.